à tous, bienvenue pour ce nouveau dossier de la semaine consacré à un sujet qui a été plébiscité, qui a fait écho à un dossier sur l'alimentation vivante qu'on a réalisé il y a peu de temps sur la lactofermentation. Et on est ravis, enchantés d'accueillir aujourd'hui Mathieu Castan. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté précisément de nous retrouver sur ce sujet qui était qui a vraiment été demandé, plébiscité. J'en parlais à l'instant. Et alors voilà, qui de mieux que toi pour nous parler de lactofermentation? Je le rappelle pour les personnes qui peut-être ne te connaîtraient pas, tu as créé ta marque de lactofermentation, Mangeart View. On mettra de toute façon toutes les informations sur le dossier. Vous découvrirez tout ça. Tu es un passionné de lactofermentation et tu vas venir nous parler de ta passion, de comment est-ce que la lactofermentation est arrivée dans ta vie et puis peut-être nous donner quelques conseils parce que la lactofermentation, c'est un outil absolument capital. On en a parlé dans de nombreux dossiers sur Vivo Vojo, vous le savez, l'importance du microbiote, l'importance d'avoir une richesse microbienne importante et cette flore intestinale permet la digestion, permet la synthèse de plusieurs vitamines, la B, les B et K notamment, aide à maintenir un équilibre, en tout cas pour rendre le système digestif et le système immunitaire qui prend ses racines dans le système digestif de manière la plus optimale possible. Et on sait qu'un système, une flore déséquilibrée, un système digestif déséquilibré par une flore déséquilibrée, c'est la porte ouverte à de nombreux troubles. Déjà lié à tout ce qui est digestif, les ballonnements, les constipations et diarrhées, tu vas nous en reparler, Mathieu, j'imagine. Les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a des gastrites, des ulcères, tout ce qui est au niveau de l'estomac qui peut aussi être impacté par un déséquilibre de la flore microbienne. On constate aussi de plus en plus tout ce qui est diabète, obésité, qui peut aussi venir d'une mauvaise dégradation de certaines bactéries, de certains sucres issus du système microbien, du système digestif. Il y a des maladies neurodégénératives, les allergies, les maladies auto-immunes. Enfin voilà, on sait à quel point il est capital d'avoir une flore riche et avec de bonnes bactéries. Alors évidemment, on peut se complémenter, mais ça a un coût et on sait qu'actuellement, tout est à regarder. Mais ça peut aussi se passer par l'assiette. Et la lactofermentation est une autoroute, en tout cas, pour avoir une richesse microbienne. Et donc, c'est tout l'intérêt que l'on t'écoute aujourd'hui avec attention sur les principes, comment ça se passe et les erreurs à éviter. Mais avant toute chose, pour comprendre un peu comment tu es arrivé dans la lactofermentation, dans cet univers de la lactofermentation, moi, je voulais juste partager que j'ai goûté tes produits, donc Mangeart View, qu'on peut trouver sur ton site, qu'on peut trouver dans des magasins, peut-être que tu nous le diras, dans des Biocoop. Alors moi, je suis à Toulouse. Il y en a dans plusieurs magasins autour, mais il y en a dans d'autres magasins hors de la région. Il y a quelques magasins sur Paris, mais c'est beaucoup plus basé au niveau local sur l'Occitanie, Biarritz, Bayonne, Pau, et après vraiment l'Occitanie pure de toutes les régions de Midi-Pyrénées et un peu plus. Après, et beaucoup sur Toulouse. Après, beaucoup sur Toulouse, il y a 2 marketplaces en ligne, Pour de Bon et Culinary. Et ensuite, il y a mon site internet où vous pouvez aussi commander mes recettes et le livre. Voilà, donc il y a ton site où on peut prendre directement là-dessus. Et moi, j'avais participé à un atelier de pain au levain, donc aussi lié à la fermentation. Et dans ce cadre-là, où on mettait la fermentation et la lactofermentation à l'honneur, il y avait tes produits. Et d'ailleurs, on va faire un dossier dans pas longtemps sur ce sujet-là qui me tient à cœur. Et donc, tes produits qui étaient absolument divins. Absolument délicieux, ça apporte du gourmand, de la fantaisie dans les assiettes, en plus de tous les bienfaits dont on vient de parler et pour lesquels on va rentrer plus en détail. Donc vraiment, les produits sont magnifiques, exceptionnels et donc voilà, c'était comme une évidence de te proposer, de nous partager ton expérience sur la lactofermentation. Alors du coup, Mathieu, avant de rentrer encore plus dans la fermentation, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je t'ai présenté en 2 mots, mais l'idée, c'est de voir un peu tout le cheminement que tu as eu pour arriver à la lactofermentation et en faire le spécialiste que tu es aujourd'hui. Tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Déjà, je pense que j'ai un peu ce goût de la cuisine et de la conserverie depuis tout petit.
J'ai un père et un grand-père qui étaient très basés sur la cuisine, qui étaient chefs cuisiniers. On a toujours conservé les légumes du potager par la pasteurisation ou par d'autres procédés. Et puis moi, je suis parti dans toute autre chose. J'ai fait des études de langue. Je voulais être prof d'espagnol et prof d'espagnol en fait, soit en France, soit à l'étranger. Et quand j'ai eu fini avant même de finir mon master, en fait, j'ai abandonné. J'ai abandonné au M2 et je suis parti en Australie pour apprendre l'anglais et pour voyager. Pendant 2 ans en Australie, j'ai travaillé en cuisine pour voir si un peu le monde de la restauration me plaisait. Et c'est en Australie, en travaillant avec des Coréens, que j'ai découvert le fameux kimchi. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aux Coréens aujourd'hui. C'est la journée internationale du kimchi aujourd'hui, le 22 novembre. Et en fait, le kimchi, c'est un condiment donc coréen qui est à base de chou chinois et de piment. Donc, c'est un peu comme une choucroute fermentée. Et moi, j'ai découvert ça en fait là-bas. Ça m'a, dans un premier temps, fortement impressionné par l'odeur, le goût et tout ça. J'en suis vite devenu accro. À la suite de l'Australie, je suis parti me former vraiment sur des techniques de cuisine à Barcelone, où j'ai fait une école, l'école Bayard, pendant 1 an, à la suite duquel j'ai fait un stage en étoilé à Disfrutar. Et c'est pendant cette formation en fait que ils m'ont mis en fait le terme de lactofermentation un peu en tête, et que je me suis dit, ça a fait écho. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'avais vu en Australie, le kimchi en fait. Donc voilà, j'ai commencé petit à petit à me renseigner sur la fermentation en fait, parce que c'est un domaine qui est très très vaste et un peu mal connu aussi. Et quand je suis rentré en France, j'ai commencé à m'en faire pour moi. Et j'ai remarqué que dans les magasins, ça n'existait pas vraiment, et que ce qu'on pouvait trouver était surtout pasteurisé. Donc, qui dit pasteurisation dit cuisson. Qui dit cuisson dit un peu tuer toutes les bonnes bactéries. Et comme je pense qu'on va l'expliquer par la suite, par le procédé de fermentation. Du coup, voilà, moi, j'étais travaillé dans différents restaurants dans la région toulousaine. Et petit à petit, j'ai un peu amené mon grain de sel ou mon grain de fermenté, comme je dis, sur les cartes des restos en proposant des aliments fermentés pour les faire connaître au public, en fait, parce que tout simplement, c'est bon en goût, c'est bon pour la santé. Ça serait dommage que ça ne soit pas plus mis en valeur. Et puis, je me suis lassé de la restauration et j'ai décidé en fait de monter un projet. Je voulais faire de la conserverie aussi, et je suis parti un peu à droite, à gauche. Et en fait, j'en suis revenu à l'essentiel de ce que moi j'aimais faire, c'est-à-dire la fermentation. Donc, en fait, j'ai lancé Manjarview en 2020. Ça veut dire manger vivant en occitan. Et depuis maintenant 4 ans, je propose une gamme de légumes lacto-fermentés qu'on peut retrouver, comme j'ai dit, dans différents magasins. Et voilà. On voit à quel point le parcours est riche, et ça fait des années que tu es dans cet univers-là. Et au travers de ton parcours, à travers le monde, on voit que cette pratique, elle est alors ancestrale. Ça, c'est vrai que ça fait des siècles en fait que c'est la méthode, comme tu en parlais avec tes grands-parents. Alors, ça fait pas des siècles tes grands-parents, mais du coup, c'est une technique qui est utilisée depuis des siècles, que nos grands-parents utilisaient souvent pour conserver. Et puis à travers le monde, tu parlais de la Corée, tu parlais de l'Australie. C'est vraiment une technique qui est utilisée partout dans le monde, dans toutes les cultures. C'est une technique qu'on retrouve aux 4 coins du monde. C'est vrai que le terme lactofermentation est un terme un peu barbare, mais c'est la première méthode de conservation de l'être humain en fait. C'est-à-dire qu'au néolithique, paléolithique, il y a 10 millions d'années, l'électricité n'existait pas, les frigos n'existaient pas, et bien sûr, pour conserver les aliments, il est fermenté en fait, parce que la fermentation permet une meilleure conservation des aliments. Mais du coup voilà, en fait on retrouve ça aux 4 coins du monde. On a par exemple, comme je l'ai dit, le kimchi en Corée, la choucroute qui a débuté en Chine et qui est venue en Europe. On a le tempeh en Indonésie, on a le miso en Asie aussi. Après on a tout ce qui est le kombucha, le kéfir. Et en fait c'est dans notre quotidien depuis tout petit. Nous, dans notre culture occidentale, on mange du fromage depuis tout petit, on mange du pain au levain depuis tout petit, on boit du vin, on boit de la bière. Et en fait ça, c'est des produits qui ont subi une fermentation. Donc c'est partout autour de nous. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, que ça a été oublié sur les légumes depuis depuis l'arrivée des frigos et de l'agro-industrie en fait. Donc voilà, en fait c'est vraiment, le terme il est pas si barbare que ça. On parle de fermentation lactique parce que en fait les bactéries lactiques qui sont présentes sur les légumes.
tu vas nous expliquer ce qui se passe dans la lactofermentation. Parce que parfois, des personnes peuvent faire l'amalgame avec le lait en entendant lacto. Donc, voilà, précisément. Génial. Du coup, en fait, comme tu l'as dit, il y a le terme lacto qui est un peu faux ami et bref, beaucoup de gens pensent lactose. Il n'y a pas de lactose dans les légumes lactofermentés, il y a juste des bactéries lactiques, c'est un faux ami. Et en fait, la lactofermentation, c'est la transformation naturelle d'un aliment par ses propres micro-organismes. Donc, micro-organismes, on entend des levures, des champignons et des bactéries. Ça ne paraît pas très sexy comme ça quand on en parle, mais grosso modo, en fait, ce qui se passe, c'est que les bactéries lactiques qui sont, elles, déjà présentes dans les végétaux vont consommer leur sucre et le transformer en acide lactique. Et en fait, cet acide lactique, c'est ce qui va permettre la conservation des aliments. En fait, c'est vraiment une mise en condition. Pour faire cette mise en condition sur la lactofermentation, on travaille sur un milieu anaérobie dans lequel on va mettre des légumes et du sel. On va chasser l'air, donc. Anaérobie, vraiment couper de l'oxygène. Voilà, couper de l'oxygène. Et en fait, en l'absence d'oxygène, ces bactéries lactiques, elles vont proliférer. Elles vont proliférer et elles vont permettre aux bactéries pathogènes de ne pas se développer. Et c'est ainsi qu'on va conserver toutes les bonnes bactéries. Voilà. C'est bien que tu le rappelles que les bactéries pathogènes vont être éliminées parce que si c'est bien fait, il va nous expliquer voilà à quoi on voit une lactofermentation en fait bien faite et des erreurs à éviter ou des choses qui nous montrent que bon là ça a raté et il faut pas le manger. Mais c'est un produit quand c'est bien fait et c'est assez évident. Tu vas nous le dire. Tu vas nous réexpliquer voilà quand on peut être sûr que c'est bien fait. Il y a aucun risque pour la santé. Ça a parfois été mis de côté avec une société un peu j'ai pas le mot qui me vient là. Tu sais, aseptisé. Je te remercie. Je sentais qu'il était pas loin, mais suraseptisé. Et effectivement, voilà. Alors que c'est un produit qui est extrêmement safe. Tu parlais des bonnes bactéries qui se développent. On peut rappeler aussi que les antinutriments qu'on peut parfois retrouver dans certains aliments sont totalement détruits aussi. Donc, il y a des bonnes bactéries qui se développent, des bonnes vitamines aussi. Je crois qu'il y a la vitamine B qui notamment la B12, il me semblait que j'avais vu que par le principe de fermentation, de lactofermentation, elle grossit, en fait, elle augmente, et qu'il y a tout un principe d'antinutriments qu'on peut retrouver lorsque c'est du cru, simple, qui sont éliminés dans la lactofermentation. Tu me trompes pas? C'est un peu ça. Après, moi, je suis pas non plus naturopathe et j'ai pas envie de dire de bêtises. Des analyses vraiment sur les légumes lactofermentés n'ont jamais réellement été faites. Mais c'est vrai que, et ça s'est reconnu, que la fermentation, en fait, elle permet de décupler les valeurs nutritionnelles des légumes et de créer de nouvelles enzymes vivantes, en fait. Celles qu'on appelle, sans vouloir faire d'allégations nutritionnelles, les probiotiques, qui vient du grec pour la vie et qui sont vraiment à l'opposé en fait des antibiotiques. Complètement. Mais en tout cas, il est certain que les antinutriments, certains comme la phytate, lectine en tout cas, peuvent être diminués par ce principe-là de lactofermentation. Et moi, je parle d'un exemple, par exemple, dans les solanacées, par exemple, l'aubergine, la pomme de terre, les tomates vertes, il y a de la solanine qui, à l'état cru, est toxique à grande quantité pour l'être humain. Si, par exemple, vous la lactofermentez, eh ben, l'aubergine crue devient digeste et ne représente pas de problème en termes de consommation, en fait. C'est là qu'on voit, en fait, ça va dégrader beaucoup de choses qui se trouvent, en effet, dans les légumes pour une meilleure digestion, une meilleure assimilation et permettre de rendre des aliments beaucoup plus digestes pour le microbiote intestinal. Bah écoute, tu as tout dit avec ton exemple. Donc précisément, certains en cru simples sont pas possibles, même pour certaines personnes avec les intestins un peu fragiles avec des fibres. Et là, avec ce que tu viens de dire, avec cet antinutriment qui est diminué et puis cette prédigestion qui s'opère, c'est possible. Donc merci pour cet exemple et pour ce partage. C'était parfait pour bien comprendre et voilà, ajouter encore un argument supplémentaire sur les bienfaits de consommer de la lactofermentation et des légumes lactofermentés. Alors déjà, est-ce que tu peux
nous parler du procédé, en fait, de la lactofermentation. Peut-être que tu pourras nous parler après des erreurs à éviter. Les principes de la fermentation, donc toi, tu fais avec des légumes. Je te pose la question parce que j'ai pu l'entendre. Est-ce que c'est possible de le faire avec des fruits ou est-ce que Il est possible de le faire avec des fruits. En fait, ce qui va se passer, c'est que les fruits, eux, sont gavés de sucre, de fructose, saccharose et compagnie. Et en fait, ça va faire une toute autre fermentation, une fermentation qu'on appelle alcoolique. Donc, tu peux faire de l'alcool avec. Si tu veux faire fermenter des légumes pour un peu plus, sans alcool, il faut partir d'une saumure qui, elle, est déjà remplie de bactéries lactiques, qui est déjà fermentée, en fait. Ça va permettre une fermentation lactique et non alcoolique, en fait. D'accord, bah, très bien. Parfait pour ces Voilà. bases-là. Et donc, par rapport au procédé de lactofermentation, est-ce que tu peux nous… Après, pour le procédé de lactofermentation, il y a Pasteur, que tout le monde connaît, qui disait la fermentation, c'est la vie sans l'air. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une petite formule chimique dans laquelle on fait des légumes plus du sel moins l'air égale la vie, égale la fermentation, en fait. Donc, pour cela, on va quand même privilégier des légumes issus d'une agriculture biologique. Il est évident que des légumes qui sont pesticides, herbicides, fongicides, ça va vraiment à l'encontre du vivant et à l'encontre de la fermentation. Ensuite, on va utiliser un sel, le naturel. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui le savent, mais le sel bleu de table avec la petite baleine, il y a le E536 ou E586, je sais plus de mémoire. C'est un antiglomérant qui permet au sel de ne pas coller et du coup, c'est un additif qu'on rajoute. Donc, on va utiliser un sel gris naturel qui, lui, est humide et vraiment 100% sel. Après, il y a d'autres sels, sel de terre, sel noir, sel de l'Himalaya. Mais vraiment privilégier donc un sel naturel. Ensuite, on va utiliser, alors on a les pôles parfaits qui portent vraiment leur nom en fait. Les pôles parfaits, je crois que j'en ai juste derrière moi là. Ah bah, très bien. On a les pôles parfaits avec joint du coup. Bon, celui-là il est sale, il est vieux, c'est un cédra, c'est une main de Bouddha que j'ai depuis 4 ans dans ce pot. Je la laisse en déco en fait. Donc en fait c'est ça, vous pouvez utiliser des pots le parfait avec le joint là. Les pots le parfait sont bien parce qu'en fait ils vont permettre de chasser pendant le processus de fermentation, il y a un gaz qui va se créer, donc il va naturellement sortir par le joint. Vous pouvez aussi dégazer en appuyant et ils permettent une bonne fermentation pour la maison en fait. Ensuite il faut chasser l'air présent à l'intérieur, c'est pour ça que généralement on tasse bien pendant le jour zéro de confection du bocal. On va bien tasser ces légumes, laisser en dessous de la colorette en verre. Et dessus, on va mettre une espèce de petit pois ou des feuilles de chou pour vraiment essayer de minimiser la surface en contact avec l'air. Donc voilà, tout un principe en fait de chasser l'air. Après, vous pouvez très bien utiliser d'autres jarres, des jarres en grès ou ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez laisser fermenter donc vos aliments pendant, on va dire, 3 semaines, un mois. 3 semaines, c'est bien. C'est à partir de ce moment-là que se développe bien la richesse bactérienne. Et au-delà, après, ça va dépendre un peu de votre goût et de ce que vous attendez du produit. On fait fermenter à température ambiante. Ça, c'est important. Les bactéries, elles ont besoin un peu d'une température ambiante pour se développer. Donc, on va dire qu'une température comprise entre 18 degrés et 22, 23, c'est idéal. Au-delà, en fait, ça va faire une fermentation rapide au début et ça va être un produit un peu plus acide sur la fin, en fait. Donc, le temps de fermentation, on va dire un mois. Mais pas gênant pour la santé. C'est juste en termes de goût. Non, c'est vraiment pas gênant pour la santé. C'est juste en question organoleptique, en fait. C'est ça. C'est une question de texture et de goût. Ça va le changer. Et voilà. Après, vous pouvez pas. Il y a différentes recettes que vous pouvez trouver sur Internet. Il faut aussi aujourd'hui, à l'heure à laquelle la lactofermentation devient un peu un effet de mode, se méfier des sources de ce que vous trouvez, parce que vraiment sur Internet on trouve de tout. Moi, je vous le dis pour parce qu'on va pas se promener sur Internet, on va se promener sur ton site et on va écouter ce que tu nous dis aujourd'hui. C'est ça. Du coup, en fait, si vous voulez faire des légumes lactofermentés, il y a un peu 2 branches que vous pouvez faire. Il y a une branche à sec et qui est donc juste avec du sel, et une branche en saumure. Donc une saumure, c'est de l'eau plus du sel.
Moi, toutes mes recettes sur les légumes, c'est vraiment que il n'y a pas d'ajout d'eau, c'est vraiment que du sel. Et donc, je fais un ratio de 1,5% de sel par quantité de légumes. Donc, grosso modo, pour 1 kilo de légumes, en fait, je mets 10 grammes de sel. Je vais faire dégorger ces légumes pendant un certain temps avec l'aide de mes mains. Et en fait, ils vont rendre leur propre jus. Et c'est de ce propre jus, je vais m'en servir comme saumure. Après, il y a la deuxième, après, il y a la deuxième école, l'école qui des gens qui utilisent la saumure. Et donc, c'est une solution à 3% dans laquelle on va mettre 30 grammes de sel par litre d'eau. Et là, en fait, on va mettre les légumes dans un jar et couvrir de saumure l'intégralité des légumes. Moi, il y a une recette que j'utilise en saumure, ce sont les pickles, parce que les pickles, je les fais en gros morceaux, et donc du coup, ils ne vont pas dégorger à sec, en fait, avec que du sel. Donc là, il y a vraiment, c'est une différence de procédé. Pourquoi j'utilise pas d'eau dans mes recettes? Parce que je me suis aperçu, avec l'expérience que j'ai, que l'eau, malgré tout, elle amenait une texture qui me déplaît et un goût au final. Et la texture, on était sur une texture fondante des légumes. Et si toi, par exemple, tu as goûté mes recettes et les gens qui ont la chance l'opportunité de goûter mes produits verront que mes produits conservent vraiment le croquant du légume frais, en fait. Même après 6 mois dans un frigo ou même après X temps, on retrouve vraiment ce croquant dans les recettes. Et c'est moi en ça que je veux vraiment porter toute la qualité du produit. C'est que je veux que la personne, quand elle l'ouvre, même après X temps, qu'on retrouve cette fraîcheur et ce croquant dans le légume, en fait. C'est aussi pourquoi moi... Il y a une fraîcheur, vraiment, en goûtant. C'est aussi pour ça que moi, j'ai bloqué mon process sur du frais. C'est-à-dire que mes produits après fermentation sont stockés en chambre froide et sont revendus au frigo. Comme ça me permet une meilleure conservation des produits et de permettre que du coup moi j'ai bloqué une DLU, une DDM en fait, c'est-à-dire que j'ai dit qu'après 1 an mes produits sont toujours comestibles, mais je ne garantis pas la qualité organoleptique. Mais je reste encore un peu large sur ça quand même. Mais vraiment, en contrôlant moi le process de fermentation, j'arrive à rester sur un légume frais, croquant, peu acide, comparé à d'autres recettes. Et voilà. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai que lactofermentation, généralement, on voit en saumure avec de l'eau. Et donc effectivement, c'est ce que tu nous partages là, le fait qu'il y ait uniquement de sel. Ça garantit une texture plus croquante parce qu'il y a un vrai coup de fraîcheur en fait. C'est quand on veut manger plus vivant, la lactofermentation, les produits lactofermentés, c'est une panacée en fait parce que ça va vraiment donner une fantaisie, une gourmandise aux assiettes incroyable. Et donc c'est le fait de le mettre uniquement dans le sel. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. C'est le fait de les mettre dans les sels qui vont permettre la conservation et d'un peu de conserver ce croquant du coup. Et après, c'est tout le processus de fermentation, les bactéries qui viennent rentrer en jeu, le fait qu'il n'y ait pas d'air, ce milieu anaérobie, ce gaz carbonique qui se crée, qui vont vraiment venir enrichir nutritionnellement nos légumes et qui vont leur permettre de conserver et leur croquant, leur fraîcheur, de développer une certaine acidité qui va développer des goûts complexes et moins tranchants en fait que si c'était du vinaigre. C'est beaucoup plus fin en bouche, mais il y a toujours cette acidité en fait, c'est-à-dire qu'on retrouve là un peu le côté cornichon pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je veux dire, c'est ça en fait, c'est que tout le monde me demande le goût des légumes en fait, mais c'est ça, c'est que c'est un goût acidulé, aigre doux. Pas aussi tranchant que celui du vinaigre. C'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus de douceur, de fraîcheur et c'est un goût qui est vraiment en fait, on parle d'addiction, c'est vraiment additif. C'est pour ça que certains disent que c'est goût umami, comme disent les Japonais dans leur cuisine. Ouais. Complètement, oui. Ben, vraiment, je vous invite vraiment à les goûter pour que vous ayez déjà une idée de ce qu'est un produit bien fini, bien terminé, à bonne texture. Voilà, vous ayez une idée d'à quoi il ressemble et puis vous régaler parce que vraiment, c'est le cas. Si on veut le faire chez soi, donc le mélange avec le sel et les légumes dont tu nous partageais, le 10 grammes pour le kilo, on le fait dans un saladier. On mélange et après on verse dans un bocal. Là, l'idée, c'est de venir émincer vos légumes. Par exemple, si vous prenez un chou, vous allez l'émincer à la mandoline ou au couteau finement. Sachez que plus finement vous allez le couper, l'émincer,
mieux il va rendre du jus en fait. Donc là, par exemple, vous coupez 1 kilo de chou quelconque, vous le mettez dans un récipient, vous lui ajoutez 10 grammes de sel et après, avec vos mains, vous venez malaxer, casser la fibre des légumes et vous allez voir déjà quand même pas 5-10 minutes d'exercice de massage des légumes, du chou, il va rendre du jus en fait et il va rendre son propre jus. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez aller mettre votre chou dans le bocal et le remplir. Donc toujours bien tasser au fur et à mesure que vous le remplissez, comme ça permet de chasser l'air. Et comme je disais tout à l'heure, ne le remplissez pas au maximum. S'il vous reste du jus dans votre bol, dans votre récipient, ne le jetez pas, mettez-le si ça rentre dans votre pot, dans le bocal, je veux dire, c'est ça. Et voilà, s'il y a un excédent, vous pouvez bien sûr vous en débarrasser. Il y a des fois où ça rend beaucoup de jus par rapport au récipient qu'on a. Donc, mais c'était ma question, parce que alors moi, je n'ai jamais fait de lactofermentation uniquement avec du sel. J'en ai déjà fait avec de l'eau, mais j'ai cette curiosité et je vais vraiment essayer à la saumure, exactement. Du coup, juste en massant avec du sel, ça jette suffisamment d'eau. Parce que j'avais pas idée que ça pouvait jeter autant d'eau. Non, en fait, on parle d'osmose avec le sel, c'est-à-dire que la fibre du légume va se mélanger avec la iode du sel. Ça va créer une osmose et en fait, ça va faire dégorger toute l'eau des légumes. En fait, les légumes, eux, ils sont gavés d'eau à je ne sais pas combien de pourcents, ça dépend de chaque légume, bien sûr. Mais prenons l'exemple du chou, je pense que c'est plus de 90% d'eau au final. La tomate, ça doit être 99%. Mais déjà 90% d'eau, c'est énorme. Donc, si vous voulez ajouter une solution salée, ça va faire dégorger son jus et en fait, vous allez conserver la fibre d'un côté et le jus de l'autre. Ouais. Donc, au final, c'est un peu plus de travail parce qu'il faut faire dégorger ses légumes. Mais c'est vrai qu'après, on s'y retrouve beaucoup plus en termes de qualité, je trouve. Oui. Non, et puis ça peut aller vite. On peut voir avec les cornichons, par exemple, les concombres l'été, par exemple. C'est ça, en fait. Mais je n'imaginais pas que la quantité pouvait être à ce point suffisante pour recouvrir et complètement immerger les légumes. Donc ça, c'est un... Après, si c'est pas non plus une science sûre et certaine, moi je m'en rends compte aussi avec les saisons, c'est-à-dire que les légumes d'hiver ont beaucoup plus d'eau que les légumes de printemps ou de sortie d'hiver, si tu vois ce que je veux dire. Donc des fois en petite quantité, il se peut qu'on n'ait pas assez de jus pour remplir le bocal. Et là, dans ce cas-là, n'hésitez pas à rajouter vraiment une infime couche de saumure, toujours pareil 3%. Pour venir recouvrir ce qui manque en fait, parce que moi je le fais en grande quantité, donc c'est vrai que j'ai un excédent de jus, mais il se peut que si vous le faites sur 500 grammes de légumes et que pour X raison il n'y ait pas eu beaucoup d'eau ou quoi, le chou était grossièrement coupé, ce soit un chou de printemps et qu'il n'est pas assez dégorgé, n'hésitez pas à rajouter. Mais je pense que dans la plupart du temps, et moi dans tous les ateliers que j'ai fait, à partir du moment où les légumes sont bien coupés et qu'on a bien fait cet exercice de dégorger, il est rare de ne pas avoir assez de jus pour remplir ses bocaux, vraiment. Ok. Non, mais c'est très intéressant d'avoir ton retour. Et donc là, on peut rajouter des condiments à ce moment-là. On peut rajouter de l'ail, des piments. Est-ce qu'on peut mettre des herbes ou pas? Ou est-ce que les herbes tiennent très mal à la fermentation? Quand je te parle d'herbes, c'est tout ce qui est coriandre, persil. Ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser les graines de coriandre? Vous pouvez très bien utiliser en fait, c'est pareil, c'est selon ce que vous vous attendez et le visuel. C'est-à-dire que si vous mettez des herbes fraîches, moi j'ai testé au début, et en fait, elles se ternissent et c'est pas très très joli. Vous pouvez très bien, par contre, utiliser des herbes déjà déshydratées. Et ensuite, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dans vos bocaux, des épices, de l'ail, du gingembre, différentes épices, différentes herbes, différents arômes et tout. Après ça, c'est vraiment à chacun en fonction de ses goûts et de ce qu'il veut faire Mais c'est dès le départ qu'on les met. C'est dès cette étape-là. Ce n'est pas rajouté après. C'est dès cette étape-là qu'on les ajoute. C'est ça. C'est dès la base, en fait. Comme ça va venir homogénéiser votre recette. Et en fait, on met tout ce qu'on veut en bocal le jour J, on laisse fermenter et après, on le consomme tel quel. L'idée, c'est pas de venir rajouter les aromates et ensuite, les aromates, ils vont venir participer à ce processus de fermentation et ils vont venir exalter, en fait, tous les goûts qui vont être présents dans votre recette. Génial. On met la feuille de chou, le pois, comme tu nous as dit. On referme le bocal, mais pas complètement. C'est ça. Complètement. On rabat le bocal, il faut qu'il soit fermé. Il faut qu'on soit dans un milieu vraiment sans air. Donc, on ferme le bocal avec le joint et ça va empêcher l'air de rentrer, en fait. Et là, le bocal, on ne l'ouvre plus pendant un mois.
On ne l'ouvre plus pendant 1 mois. Ah oui, d'accord. Donc la première fermentation, c'est un peu différent que le kéfir, par exemple. Faut vraiment plus qu'il respire dès le début. Ben, moi, c'est pareil, le kéfir, honnêtement, je le fais depuis quelques années. Je le fais toujours en anaérobie dans un bocal fermé et ça marche parfaitement. Il y en a qui le font en bocal ouvert pour venir faire des bactéries extérieures. Honnêtement, j'en vois pas vraiment l'utilité. Le kombucha, oui, il a besoin, lui, des bactéries extérieures. Mais là, non, vraiment, pour les bactéries, pour les légumes, il ne faut aucune bactérie pathogène et en fait, l'air est porteur de bactéries. À partir du moment où les bactéries bonnes comme mauvaises en fait, sauf que là, dans le processus de lactofermentation sur les légumes, les bactéries pathogènes extérieures qui se trouvent dans l'air, on n'en a plus besoin, on n'en a pas besoin, sinon elles vont venir altérer notre produit. Et c'est comme ça qu'on voit en fait des processus mal faits. Je rejoins la question de tout à l'heure, des processus mal faits, pourquoi on peut rater. Il faut utiliser quand même un bocal qui est propre. Si vous l'avez déjà servi avant, vous le faites bouillir dans de l'eau pour vraiment l'aseptiser. Ensuite, il faut un milieu voilà propre où on travaille dans un milieu qui est propre. Et l'absence d'air, vraiment, ça c'est primordial. Il faut vraiment une absence d'air pour éviter toute bactérie pathogène de se développer. Et si il arrive qu'une bactérie pathogène se développe, vous allez le voir, ça va créer du coup un biofilm blanc dessus, des moisissures, une oxydation, et vos légumes vont ternir en fait. Quand vous allez ouvrir le bocal, vous allez voir, et ça c'est propre à chacun, on a tous quand même un odorat, une putréfaction des légumes. Généralement, ça sent pas très bon et ça donne pas très envie. Donc c'est là qu'on voit après s'il y a eu le processus de fermentation, il a bien pris ou pas quoi. Après honnêtement, si vous avez respecté toutes les étapes que j'ai dites précédemment, il est rare quand même de trouver des recettes qui ont échoué. Si elles ont échoué, c'est vraiment qu'il y a eu un problème en fait de tasser les légumes, qu'il y a eu trop d'air qui est rentré et ça en fait le niveau de le jus est monté au-dessus des légumes et ça a oxydé toute la partie du dessus. Après, comme toujours, c'est un aliment. De laisser cet espace-là entre la limite des légumes et le bocal, que ce soit pas trop rempli. Tu nous expliques pourquoi en fait là, effectivement. Vigilance. Il faut pas trop que ce soit rempli déjà parce que pendant le processus de fermentation, ça va créer un gaz, donc ça va prendre du volume. Si vous le remplissez, il va pas y avoir assez de place pour ça, donc toujours laisser en dessous de la collerette du pot. Et pendant un mois, tu ne dégages jamais? Non, vous pouvez appuyer sur la gâchette pour vraiment laisser sortir le gaz les premiers jours. Mais après, pendant 3 semaines, un mois, on n'ouvre jamais le bocal, en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester dans un milieu fermé, ouais. Ok, très bien. Et donc voilà, donc les erreurs qu'on peut faire, trop remplir son bocal, avoir ou les mains sales ou son bocal sale et qui fait que ça développe quelque chose qui va pas. Donc cette eau qui monte trop haut et qui vient oxyder et qui apporte qui va apporter une oxydation. Donc pour ça, ce sont les erreurs majeures. Et là, s'il y a un souci, pour bien que chacun ait en tête le problème, donc soit il y a des levures qui se mettent au-dessus comme une couche. C'est ça, l'enjeu, il y avoir des moisissures. Après, à savoir qu'il y a différents types de moisissures, en fait. Un bocal qui n'a jamais été ouvert pendant le processus de fermentation peut très bien développer au-dessus ce qu'on appelle un biofilm. C'est des bactéries CAM, qu'on appelle en anglais. C'est la même moisissure que vous retrouvez sur le saucisson et sur le fromage. C'est pas vraiment joli à l'œil nu. Mais sachez qu'en fait, si vous enlevez les premières couches, le reste dessous reste comestible. C'est toujours à vous de savoir un peu à l'odorat, au flair et tout ça, savoir ce que vaut votre recette. Moi, il y a plein de gens qui me disent aussi en atelier, quand ils viennent, on l'a essayé à la maison, ça a échoué, nos légumes ont pris une odeur forte, ils ont changé de couleur. En fait, c'est un aliment vivant, c'est un processus vivant dans lequel les aliments prennent une certaine odeur. La fermentation a une odeur. On pense tous au fromage, regardez le maroilles qui a une forte odeur. Quand vous le mangez, vous n'avez pas ça en goût. Mais dans les légumes, c'est pareil en fait, c'est-à-dire que ça va avoir une forte odeur. Beaucoup de légumes changent un peu de couleur pendant le processus de fermentation, mais c'est toujours là à garder ça en tête en fait, c'est-à-dire que la fermentation va venir changer la texture et le goût des aliments. Donc voilà, en fait, si vous ne connaissez pas, achetez déjà des légumes artisanaux non pasteurisés et goûtez ces aliments. Après, vous les refaites chez vous pour vous rendre compte. Ouais. Mais voilà. Avoir une échelle talent. Mais en tout cas, notre premier radar, tu nous le dis, il faut qu'on se fie à notre odorat.
C'est ça. Vraiment, en premier lieu, une lactofermentation ratée, elle sent pas bon en fait. Alors après, on va voir qu'elle Elle sent pas bon et ça sent vraiment la putréfaction en fait. Mais il faut toujours faire la différence entre odeur de fermentation et odeur vraiment de moisissure, pourriture quoi. C'est vraiment deux différences. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est vrai qu'une lactofermentation ratée, clairement, ça sent vraiment pas bon. Donc, ok. C'est ça. Dernière petite question, donc tu nous le disais juste par rapport à la conservation. Une fois que donc lactofermentation a réussi, au bout d'un mois, on l'ouvre, on commence à la consommer, on la garde au frigo, on peut l'ouvrir bien sûr régulièrement. Et à partir de ce moment-là, combien de temps on peut la garder? Alors, si elle est réussie, elle peut se consommer très très rapidement pour les gourmands. Voilà, mais généralement, combien on peut la garder? Généralement, c'est consommé rapidement. Après, la conservation, ça va vraiment dépendre du milieu dans lequel vous conservez vos légumes, en fait. Si vous faites ça en grande quantité et que vous allez ouvrir tous les jours votre bocal et au fur et à mesure que dans un bocal comme ça, il y a ça d'air et ça de légumes à la fin, sachez qu'au bout de 2 semaines, trop d'air, ça va développer une flore bactérienne dessus et un biofilm. Donc, ce qui est bien, c'est de faire des prélèvements et de les remettre dans des petits pots et comme ça, vous pouvez mieux les conserver. Moi, mes recettes, j'ai fait des tests d'analyse microbiologienne en laboratoire. C'est pour ça que j'ai fixé une DDM, date de durée maximale de produit, qui en fait me disent que mes produits pendant 1 an sont comestibles. Ils le sont aussi après, mais je ne garantis pas toutes les saveurs et tout ça, ni la texture surtout. Mais vraiment, plus d'1 mois après ouverture, vous pouvez très bien conserver conserver vos légumes. Mais voilà, il faut toujours minimiser l'air dans le contenant, en fait. C'est pour ça que si vous faites ça dans des bocaux, par exemple, comme ça, et qu'à la fin, pendant 3 semaines, il reste vraiment que ça de légumes et ça d'air, ben là, non, vraiment, en fait, il y a trop d'air et donc non. Toujours bien, en fait, ustensiles propres à chaque fois, bien retasser dans le jus, remettre la feuille de chou dessus. C'est des petits trucs après à savoir voilà, si on met à la bouche et qu'on va pas remettre la fourchette dans la bouche, c'est plein de petits trucs pour vraiment limiter l'apport de ramener des bactéries dans le bocal, en fait. Oui. Mais tu veux bien le préciser parce que se servir, et voilà, on peut le voir, donc ne pas remettre dans le bocal. C'est ça. Génial. Bah, écoute, Mathieu, merci infiniment. Et même là, il y a les fêtes de fin d'année. Avec plaisir. C'est vraiment un aliment, un condiment qui peut être intégré dans des repas festifs. C'est absolument délicieux. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer et à pratiquer chez vous. Ça permet aussi de végétaliser un peu son alimentation, d'apporter de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouvelles textures et un aliment qui est riche en goût et nutritionnellement parlant. Et c'est vrai que à l'heure des fêtes, faites découvrir ça à vos proches, faites-le maintenant, vous l'aurez pour Noël. Et n'hésitez pas à végétaliser vos apéros et vos repas avec des bons petits légumes fermentés. C'est votre intestin votre intestin vous remerciera, je pense. Formidable. Voilà. Écoute, on va rester sur ça. C'était parfait. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages. Et puis on vous retrouve. Alors on espère avoir balayé voilà le plus possible le sujet, mais en tout cas voilà, on vous retrouve la semaine prochaine pour le question-réponse. Si vous avez voilà des petites précisions ou des conseils à demander à Mathieu, on sera la semaine prochaine pour voilà le question-réponse. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps et ces merci à toi et super. Et à une prochaine. À une prochaine. Belle fin de semaine à tous. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir.